Alors, bah, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Léna, c'est Nana LK sur les réseaux. Donc, moi, je suis originaire du Sri Lanka. En fait, j'ai été adoptée à 3 semaines et je suis arrivée en France à 6 semaines. Mes parents sont restés 3 semaines avec moi, histoire de faire l'acclimatation un petit peu en famille et pas me jeter tout de suite dans l'avion et revenir en France. Donc voilà, autrement, je vis en Bretagne, j'ai 29 ans, reconversion professionnelle, etc. Donc, voilà, j'ai grandi en campagne, bien éloignée, avec mes parents, donc dans une toute petite école et puis, après je suis arrivée à la ville, pour les études. OK, Voilà. super. Bon, Et donc du coup, par rapport à ton adoption, donc tu nous dis tu viens du Sri Lanka. ouais. Quelles sont les conditions, enfin, de ces premières semaines de vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as été dans une maison d'adoption? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé? Alors en fin de compte, c'est une très bonne question parce qu'en fait ma mère, biologique, a dû cacher sa grossesse. D'accord. Parce qu'en fait, à l'époque, donc moi je suis née dans les années 90, donc 92 en fait. Et puis à partir du moment où, elle est tombée enceinte, mon géniteur, parce que j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, je ne le considère pas comme mon père biologique, on y viendra je pense. Mais Mmh. en tout cas, voilà, elle, dès qu'elle a su qu'elle était enceinte et qu'elle lui a dit, lui, il s'est barré. Et donc, à l'époque, au Sri Lanka, les femmes qui étaient, non mariées et enceintes étaient considérées un peu comme des filles mères, donc tout de suite, rejetées de la société, et rejetées de leur propre famille parce que, bah, c'était, enfin, trahison, ça se faisait pas, c'était, la honte, enfin vraiment, c'était, quelque chose qui passait pas. Donc du coup, en fait, elle a dû s'isoler. Elle a été prise, sous l'aile d'une dame qui s'occupait de pas mal d'adoptions, à l'époque, légales et illégales. Donc moi, ça faisait partie des adoptions légales, mais elle a caché du coup ma mère biologique dans un couvent en attendant, pendant sa grossesse et puis, c'est là qu'elle a décidé de me mettre à l'adoption parce qu'en fait, de base, elle voulait me garder, mais ses conditions de vie étaient vraiment trop précaires. Mmh. Elle était vraiment trop pauvre, donc en fait, elle s'est dit que, elle pouvait pas m'offrir une vie comme ça, donc elle a décidé de me confier à l'adoption et je dis bien confier et pas abandonner, en fait, parce qu'il y a une grosse différence et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée donc j'étais pas du tout en orphelinat mais ma mère était, protégée dans un couvent, voilà, de la OK. société. Et du coup, quelle est pour toi la différence entre être confié à l'adoption et abandonné? Bah, en fait, c'est assez simple, c'est que si elle avait pu faire autrement, elle m'aurait gardée. Et OK. c'était pas, voilà, c'était pas un, comment dire? J'étais pas un fardeau pour elle, dans le sens où, même si, voilà, la grossesse est arrivée sans qu'elle le sache, ça a pas fait de moi, une enfant non désirée, en fin de compte. À partir du moment où elle était enceinte, elle, elle aurait voulu tout faire pour me garder. Juste, c'était pas possible. Elle m'a dit: «J'aurais été égoïste, de te garder dans des conditions comme ça, en fin de compte, Mmh. vu sa enfin, vu sa maison, sa vie, sa pauvreté et cetera». Donc elle voulait me donner vraiment une chance de pouvoir vivre, en fait. OK. Donc c'est plus une preuve Et toi d'amour pour moi qu'un abandon, quoi. toi, tu l'as toujours vécu comme ça? Je veux dire, tu t'es Ouais. toujours dit: «J'ai été confiée à l'adoption», c'est quelque chose, c'est un process un process de pensée, ou enfin, comment est-ce que tu as Ouais. vécu avec ça? C'est assez étonnant parce que, il y a beaucoup de personnes adoptées, enfin il y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes que j'ai, côtoyées petites. On était Mmh. très peu, hein, j'ai dû en côtoyer 3 ou 4, vraiment dans l'enfance et Mmh. j'étais la seule à avoir une vision complètement différente de l'adoption. Pour eux, c'était, vraiment un déracinement, déchirement et cetera et moi, j'ai toujours grandi avec, c'était même pas une idée ou un souvenir, c'est qu'en Mmh. fait, vu que mes parents, adoptifs ont rencontré ma mère biologique, ils ont pu discuter, ils ont pu OK. avoir, vraiment, l'ambiance et cetera et donc si tu veux, ils nous ont jamais rien caché, ils nous ont toujours, expliqué, l'histoire. Je dis «nous» parce que j'ai un petit frère aussi, mais Mmh. qui est du Vietnam et donc si tu veux, on a grandi avec notre histoire, on sait d'où on vient, pourquoi on a été adopté et cetera. Donc moi, je savais dès le début que c'était pas un abandon et si tu veux, ma mère biologique, même si j'avais pas de visage à mettre dessus, elle a toujours eu une petite place. Je sais qu'il y avait mes parents adoptifs, mais j'avais l'idée jamais loin qu'il y avait ma mère biologique aussi qui pensait à moi et cetera. OK, super. Donc du coup,
Hem, de ce que je viens de comprendre, tes parents connaissent, donc ta mère biologique? Alors ils l'ont rencontrée en fait, sur place. OK. Ils ont passé un petit peu de temps avec elle, vraiment quelques jours et puis, jusqu'au jour du jugement et puis à partir du moment où le jugement est prononcé, la mère biologique n'a plus le droit de revoir l'enfant ou de contacter la famille. Sauf OK. que, ma maman adoptive à l'époque, elle est vraiment très, très attachée, aux valeurs sentimentales, et cetera Mmh. et elle a insisté auprès de l'interprète après le jugement pour quand même discuter, rapidement dans la pièce avec, ma mère biologique, juste pour, la rassurer une nouvelle fois, comme quoi ils allaient vraiment bien prendre soin de moi, que j'étais désirée, que Mmh j'allais mh. manquer de rien et cetera et surtout que j'allais connaître mon histoire et qu'elle Mmh. allait parler de moi qu'elle allait parler de ma mère biologique à moi et cetera. OK. Donc elle a vraiment, vraiment insisté. C'était pas forcément évident, ce qu'ils voulaient pas trop là-bas. Mais voilà, en fait, il y avait vraiment une très, très bonne entente, entre, mes parents, ils ont vraiment eu un lien de confiance, en fait. Donc OK, c'est ce qui a OK. permis aussi, Et donc de grandir OK, sainement, quoi. c'est hyper, chouette comme histoire et du coup, Ouais. aujourd'hui, tu as pu, retrouver, enfin recréer des liens? Est-ce que tu as pu retrouver ta mère biologique ou alors, ça c'est vraiment, enfin les liens se sont arrêtés au moment du jugement? Alors, oui, ça s'est arrêté en fait, parce qu'à partir du moment où c'est prononcé, si tu veux, la mère biologique n'a même pas le droit de faire des recherches ou de contacter ou quoi que ce soit. Mmh mh. Donc même si elle avait retrouvé ma trace, elle n'aurait pas eu le droit Mmh mh. et si tu veux, moi j'avais toujours eu dans l'idée de, un jour je la retrouverai, un jour si elle est vivante, on ira avec mes parents, avec mon frère et on fera les Mmh mh. démarches sur place pour essayer de la trouver. Mmh mh. Hem, mais bon, la vie a passé, c'était compliqué. Enfin, mes parents ont eu des difficultés, santé et cetera, donc ils pouvaient pas voyager, en fait, enfin, Mmh mh. surtout ma mère et du coup, j'ai commencé à me dire: «Bah, mince, le projet de partir en famille, faire les recherches, ça pourra jamais se faire parce qu'on peut plus prendre l'avion et cetera» et c'est là qu'intervient, comment dire? Mon chéri et mon père avant ça. En 2016, il y a eu le film, Lion qui est sorti au cinéma, je sais pas si tu l'as vu? Non, Et non. c'est un film en fait, mon père m'a dit, il y a un film qui traite de l'adoption, c'est un Indien qui part à la recherche en fait de sa famille biologique, enfin qui se souvient qu'il a été perdu et cetera et que, il a des petits bouts de souvenirs qui lui reviennent et là, il se rappelle qu'il a été adopté, qu'il a une autre famille et cetera et en fait, je suis allée le voir avec mon père et ça m'a bouleversée et il y a eu des scènes, avec, notamment Google Maps qui qui m'ont fait comme un électrochoc en me disant: «Mais oui, Mmh mh. moi, quand je pensais faire mes recherches, vu que c'est 90, c'était des papiers d'adoption et tout ça, je me suis dit: «Il va falloir aller chercher, dans des lieux, dans des archives et cetera» et j'ai pas du tout pensé à Google Maps, à aller regarder des adresses, à faire le lien avec internet maintenant, parce qu'on a des outils et en fait, je pensais pas forcément, tu vois, à faire le lien entre, Mmh mh. les Mmh mh. papiers qui semblaient, ancestraux, on va dire et puis, le monde d'aujourd'hui où on peut quand même trouver des infos. Donc là, mon père m'a dit: «Mais tu te rends compte, c'est vrai que maintenant on n'y pense pas et tout ça» et je lui ai dit: «Papa, est-ce que tu pourrais pas me donner mon dossier d'adoption?» parce qu'en fait, Mmh j'habitais plus chez eux et à partir de là, en fait, donc 2016, ça a commencé un petit peu à trotter dans ma tête et là, j'ai commencé à faire des recherches, par moi-même avec mon dossier et cetera et puis, j'ai commencé à avoir, quelques pistes mais qui se sont, révélées, stoppées parce qu'il fallait que j'aille sur place, en fait et OK. c'est là où j'ai commencé à en parler à mon chéri. Je lui dis: «Écoute, ça m'énerve parce qu'en fait, je suis bloquée là, je sais qu'il faut que j'aille sur place parce qu'il manque des clés, mais je peux pas partir avec mes parents comme comme je m'étais imaginé toute ma vie. Donc en fait, je partirai jamais. Et puis il me dit: «Bah, on peut regarder nous, pour partir» et puis je lui dis: «Non, mais laisse tomber, l'avion, c'est trop cher et cetera, on n'arrivera jamais» et il m'a dit: «Bah, tu as regardé les prix au moins?» Je fais: «Bah, non, mais bon, mes parents m'ont dit», il me dit: «Bah oui, mais ça date de quasiment, 25 ans, tu vois, à l'époque». Ouais. Oui, bon, c'est vrai et en fait, il a regardé par lui-même et puis il m'a dit: «Mais tu sais que c'est possible en fait, nous, enfin, si on veut, on pourrait partir, est-ce que ça te dirait?» tout ça et je lui dis: «Bah, je m'attendais pas à ça». Ça m'a fait un choc de me dire qu'en fait, c'était possible que je puisse, avoir des réponses sur place et tout ça OK. et je lui dis: «Bah, écoute, oui, mais bon, si on part au Sri Lanka, je j'ai pas envie de te bloquer parce que moi, j'aurais besoin de faire des recherches et tout ça. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de te forcer à faire un voyage,
ou tu es obligé de me suivre partout? Il me fait: «Non, non, mais enfin moi du moment que je suis avec toi, de toute façon, on profitera, on fera ce que tu voudras. Si tu as besoin de faire tes recherches, c'est normal, je t'accompagnerai ou pas, si tu préfères faire toute seule et tout». Et c'est comme ça qu'en fait, on a pris nos billets et en fait, le temps a passé, tu vois? Et on a pu partir en 2019. OK. Donc voilà, 2019. Et puis, en fait, on est arrivé, c'était je sais plus, du 2 au 22 mars, je crois. Et en fait, on est arrivé un samedi dans l'après-midi ou un dimanche dans l'après-midi. Et le lendemain, on a commencé directement les petites recherches. Et donc, c'était les postes de police, avec mon acte de naissance, en fait, dans un premier temps, pour prouver que j'étais bien, Mmh. ben, la fille de ma mère biologique. Et Ouais. puis, que j'étais légitime de demander des informations sur elle. Et en fait, à partir de là, il fallait que j'aie un papier qui justifie que j'avais le droit de faire des recherches sur elle, pour OK. ensuite aller, en fait, dans un bureau de poste. Et puis là, de demander, bah, s'il n'y avait pas une adresse, si, comment dire, elle était décédée ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que j'allais savoir. Et en fait, les postes de police, ils me faisaient passer de poste en poste parce que c'était jamais le bon, il fallait que je me rapproche de telle ou telle ville, etc. Ouais, ouais, Et, ouais. et en fait, tu vois, dans mon dossier d'adoption, il y avait une adresse, la dernière adresse connue, qui était à Moratua. Et en fait, on n'était vraiment pas très loin. Donc, je dis à mon chéri, je fais, bah, vu qu'on n'est pas loin, avant de descendre au poste de police du sud, comme il nous disait, au niveau de la ville de naissance, bah, j'irais bien voir la maison, voir si elle existe, si elle a vécu là, s'il y a des gens qui la connaissent, etc. Et c'est là que tout a commencé, en fait. On a commencé à appeler un tuk-tuk dans la rue. Et Mmh. puis, on a noté, enfin, on lui a dit, bah voilà, on veut aller à telle adresse. Donc, il commence à faire la route et puis il s'arrête parce que, en fait, il trouvait plus trop le chemin. Donc, il s'est arrêté en plein milieu d'un carrefour qui était noir de monde, mais vraiment, ça grouillait de partout. Et en fait, il a demandé à la première personne qui venait, c'était un mec qui venait de faire le plein de sa moto et tout. Puis, bah, tu vois, les Sri Lankais, ils sont comme ça, pas de bonjour, hey, c'est où ça? Et donc, le gars s'approche, il regarde mon téléphone avec l'adresse, et puis il me regarde, il me fait, vous cherchez qui là-bas? Et je lui dis, ben non, ma personne, c'est juste, on veut voir la maison. Voilà, tu sais, j'avais pas envie d'étaler ma vie comme ça. Mmh. Il me regarde, il me fait: «Ouais, d'accord». Il me fait: «Bon, bah, suivez-moi». Donc le mec part en moto, notre tuk-tuk le suit. Et puis arrivé sur place, le gars en moto revient, puis il nous dit: Mais du coup, vous cherchez qui là-bas?» Et il redemande. Donc je me dis: «Bon, ben, je vais lui expliquer». Il avait l'air gentil et tout, donc je lui explique. Et puis là, il me regarde avec des grands yeux, il me fait: «D'accord». Et en fait, il paye notre tuk-tuk. Donc déjà, j'étais choquée parce qu'un local qui paye des tuk-tuk comme ça, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas le même prix pour eux que pour nous. Donc ça m'avait Mmh. fait. Déjà, tu vois, je me suis dit, oula, il est super gentil et tout ça. Et en fait, on était devant deux maisons. Il nous dit, bah voilà, ça c'est ma maison, ça c'est la maison de mon oncle. Et en fait, il se dirige dans la maison de son oncle et il toque à la porte. Donc je regarde mon chéri, je fais: «Bah, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On suit ou quoi? On rentre?» Puis en fait, j'étais en confiance, je sais pas comment t'expliquer, mais Ouais. et on est rentrés. Et en fait, il a commencé à regarder, ce qu'on avait regardé mon dossier d'adoption avec, bah, avec ce gars-là qui s'appelle Judy, en fait. Donc on a commencé à regarder un petit peu le dossier d'adoption et puis il l'explique à son oncle. Et là, j'entends le prénom de ma mère biologique, j'entends Malanie. Et son oncle me regarde. Donc en fait, ils parlaient en singalais entre eux, mais ils parlaient aussi anglais. Là, on a de la chance, ils parlaient anglais. Et Mmh. son oncle me regarde et il me dit: «Tu es la fille de Malanie». Et moi, c'est la première fois que j'entends ça, donc ça me fait l'effet d'une bombe. Et je me dis: «Bah oui, 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 je suis sa fille». Et je me dis: «Mais enfin, pourquoi il me demande ça? Il la connaît ou quoi?» On était quand même le premier jour, tu vois? Donc ça faisait, Mmh mh. Mmh. et on venait d'arriver, la veille l'après-midi, donc ça faisait trop bizarre. Et puis, et en fait, j'apprends en discutant que, la maison, où vit ce monsieur-là, et ben, les propriétaires d'avant, qui devaient être aussi dans la même famille, ont sûrement hébergé ma mère biologique, qui a travaillé pour eux, en fait. Ah Tu vois, d'accord! travaillé dans la maison et tout ça. Et en fait, la femme de son oncle, à Judy, elle connaissait, enfin, elle avait possibilité de retrouver la trace de ma tante parce que je crois que sa femme a bossé avec ma tante. Donc là, j'apprends que j'ai D'accord. une tante. Et en fait, ils ont essayé d'appeler, de trouver le numéro et tout ça, sauf que ça répondait pas.
Donc en fait, Jody m'a dit: «Mais est-ce que tu es là, pendant longtemps?» Et je lui dis: «Ben oui, on vient d'arriver, on s'en va, le 22 mars», mais il m'a dit: «Tu es déjà venu au Sri Lanka?» Je lui ai dit: «Bah non, non, c'est la première fois de ma vie que je reviens, et du coup, bah, oui, on a décidé de faire tout un itinéraire et tout ça, mais bon, si, s'il y a une rencontre, tu m'appelles, moi je reviens tout de suite». Il m'a dit: «Non, non, il faut que tu découvres ton pays, il est magnifique, il faut absolument que tu découvres tes racines et tout ça, d'où tu viens. Moi, je vais essayer de retrouver ta mère biologique, on reste en contact par WhatsApp, et s'il y a possibilité de la rencontrer, je te dis, et puis on s'organise». Et en fait, bah, je suis partie sereine, j'ai complètement lâché les recherches et tout. Au bout d'un moment, je commençais à me stresser, à me dire: «Mais est-ce que j'ai pas fait une connerie? Parce que si ça se trouve, je vais me faire entuber et tout ça, je vais jamais Mmh. avoir de nouvelles». Et puis au final, il nous a rappelé autour du, je sais plus, du 18 mars, quelque chose comme ça. Et en gros, il organisait, une rencontre le 20 mars, et nous, on se rapprochait, on prenait l'avion le 22 mars, mais à 6 heures du matin. Donc tu vois, le 21, on était partis. Et il a Mmh. organisé vraiment la rencontre le 20 mars, donc enfin, la veille de partir, en fait. Et en fait, ouais, il m'a dit: «J'ai retrouvé, bah, la trace enfin, de ta tante, et en tout cas, ta mère est vivante». Et je fais: «D'accord, OK». Et en fait, si tu veux, on est redescendu donc à Moratuwa, là où habitait Judy, et j'ai Mmh. appris qu'elle habitait dans le sud de l'île, donc il y avait quand même 2 heures et demie de route. Et Judy m'a dit: «Bah, écoute», moi je lui ai dit: «On va payer, tout ce qui est taxi et tout, enfin tu t'occupes de rien, nous vraiment on va tout payer, quoi». Et en fait, il s'est arrangé avec un ami à lui qui travaillait pas, et on est descendus tous les 4 en voiture. Et puis là, en fait, on a découvert la maison de ma tante en premier. Et Mmh. donc Judy m'a dit: «Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir?» Je fais: «Non, non, vaut mieux que toi t'ailles d'abord, prends la température, parce que si jamais ils veulent pas me rencontrer ou quoi que ce soit, faut pas que je déboule comme ça non plus, faut pas que je bouleverse leur vie. Enfin, si, s'ils sont pas prêts, tu dis juste que voilà, s'ils veulent me rencontrer, je suis dans la voiture et là tu viens me chercher». Et il m'a fait: «Oui, je pense que c'est bien de faire comme ça aussi». Parce que je savais pas si ma mère était là, je savais pas si, tu vois, je m'étais toujours dit: «Si jamais elle a refait sa vie, qu'elle a eu des enfants et qu'elle leur a Mmh. jamais dit qu'elle a eu un autre enfant avant, je peux pas arriver et puis, ben, chambouler leur vie. Je peux pas aller, absolument la voir pour moi avoir des réponses et exploser leur famille», tu vois? C'est pas possible. Donc j'avais conscience de ça, j'avais conscience aussi que peut-être j'allais, trouver une tombe aussi. Et du coup, bah, Judy, elle est parlée à ma tante, et ma tante a bien voulu me rencontrer. Et donc quand je suis arrivée là-haut, j'ai perdu, déjà je montais les escaliers, j'avais les mains moites, je me suis dit: «Je vais faire un malaise arrivée là-haut, c'est pas possible». Et puis, je suis arrivée, il y avait plein de monde, il y avait donc, ma tante qui m'a dévisagée, vraiment elle m'a regardée. Au début, j'ai pas eu un super bon sentiment d'ailleurs, mais, Mmh. je l'ai vue, elle m'a présenté ses 2 fils, donc j'ai 2 cousins dont un qui a quoi? Il a, quelques mois d'écart avec moi. OK. Hem Et puis, j'ai rencontré ma grand-mère aussi. Donc là, Mmh. j'ai appris que j'avais une grand-mère, elle avait 92 ans à peu près. Donc ça fait trop bizarre. Elle s'est mise à pleurer quand, ma tante lui a dit, «C'est la fille de Malani». Donc elle s'est levée, elle a pleuré, elle m'a prise dans les bras tout de suite. Donc là, bah, j'ai chialé comme pas possible, parce que je m'y attendais pas en fait. Mmh. Et en fait, on a discuté, ils m'ont montré des photos. Judy, il a un petit peu expliqué, pourquoi j'étais là, et cetera. Enfin, que comment dire? Que je voulais pas de mal à ma mère biologique, que si jamais elle voulait pas me rencontrer, il y avait pas de souci, et cetera. Et en fait, ma tante, non, c'est Judy qui m'a regardée. On est resté, je sais pas, peut-être, oh, j'ai perdu la notion du temps, mais peut-être, 30 à 40 minutes là-bas. Et puis il me regarde, il me fait: «Bon, on va voir ta mère maintenant?» Et puis du coup, je fais: «Bah oui, allons-y, oui, oui, bah, de toute façon, je suis là pour ça». Donc et Mmh. en fait, là, on s'entasse dans la voiture, donc l'ami de Judy, mon chéri, moi. Et là, il y a ma tante et mon cousin qui rentrent, enfin un de mes cousins, et on était 4 à l'arrière dans, tu sais, un petit pot de yaourt, quoi, genre, je sais même plus ce que Mouais. c'est, petite voiture, mais on était entassés. Puis ma tante, elle était à côté de moi, elle me caressait la cuisse, elle me regardait, puis genre: «Oh, tu là?» Mon cousin, Mmh. il était là: «Mais regarde», il montrait plein de photos sur son téléphone et tout ça, les photos de la plage où il vit, et cetera. Et puis, et du coup, bah, on est parti pour 20 minutes de route, et puis, à un moment donné, on se gare.
On arrive ouais, devant un grand portail, mais en fait, on comprend qu'il faut finir à pied. Un petit Mmh. chemin avec, des petites racines, tout ça, donc c'est sûr que la voiture passait pas. Mon cousin, il est sorti de la voiture en courant, ma tante, elle me tirait par le bras, genre: «Viens, viens». Je fais: «Oui, oui, bah, attends, j'attends Johan, enfin mon chéri et tout, j'attends qu'il descende de la voiture, quoi et j'attends Judy parce que Judy, il traduit parce qu'eux, ils parlaient Mmh. pas du tout anglais pour le coup. Donc, OK. Judy me parlait en cingalais, il me traduisait en anglais, moi je traduisais en français pour mon chéri, enfin c'était c'était hyper long les échanges. Mais du coup, donc on a commencé à monter le petit sentier avec les petites racines, machin. Puis là, je vois une toute petite maison avec, des agglos, de la tôle, vraiment une toute petite, enfin une cabane, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je regarde vers la maison et je vois juste une petite tête qui sort de la porte. Et là, le visage, il s'est illuminé. La femme, elle est sortie, elle s'est mise à courir vers moi. Et en fait, là, je me suis arrêtée, j'ai fait, putain, c'est elle. Enfin, Mmh. j'avais pas eu de photo, je connaissais pas sa tête. Enfin, j'ai eu des photos plus jeunes, si tu veux, à mes 18 ans, mais les photos de l'époque, en fait. Ouais. Mais je savais pas quelle tête elle allait avoir. En fait, j'ai su tout de suite que c'était elle. Puis elle a couru vers moi, elle a parlé en cingalais, elle a pleuré, elle m'a regardée, elle touchait mes mains et tout ça, elle me regardait. Et puis, enfin, elle a eu aucun doute. Bah, mon cousin lui avait annoncé, tu vois, mais puis elle Mmh. regarde mon chéri et tout. Et puis, elle lui fait c'est ma fille, c'est ma fille. Enfin, du coup, c'était hyper émouvant. J'étais Ah très ouais. choquée. Puis on est resté discuter une bonne heure là-bas. J'en ai appris un peu plus. On a fait des échanges. Et puis finalement, tu vois, j'allais dans le but de la remercier de m'avoir confié. Mmh. Et comment dire, je pensais avoir plein plein de questions à lui poser. Et en fin de compte, j'avais juste besoin de lui dire merci. Et surtout de la rassurer, elle, de lui dire que fallait pas qu'elle culpabilise, que j'avais pas grandi avec le sentiment d'avoir été abandonnée, qu'elle avait fait le bon choix, que Mmh. j'avais été bien élevée, etc. Enfin, tu vois, c'était plus. J'avais envie de boucler la boucle, de me dire, enfin, elle doit pas. Moi, j'avais envie de la rencontrer et finalement, ben, les questions que j'avais, je me rendais compte que j'avais déjà toutes mes réponses et que j'avais Ouais. surtout besoin ouais, de lui dire qu'elle avait bien fait, qu'il fallait pas qu'elle s'en veuille, etc. Puis elle m'a dit des trucs qui m'ont bouleversée à vie, tu vois. Enfin, Mmh. c'était vraiment hallucinant, ouais. OK, magnifique, magnifique et du coup, aujourd'hui, tu as encore des contacts avec elle ou plus du tout? Ouais, si, si. Ben, en fait, là, c'est un peu plus compliqué avec la crise qu'on connaît actuellement. Ouais, Mais ouais, ouais. en fait, ouais, j'avais envoyé un téléphone avec WhatsApp, etc. Et du coup, il y a une amie à elle qui m'a contactée qui, elle, parle très bien anglais. Donc, en fait, je peux lui parler via le biais de son amie. Donc, en fait, quand son amie est là, je peux lui dire plus de choses en anglais et elle, elle me retraduit ce qu'elle dit. Par contre, quand OK. son amie est pas là, on fait juste des visios et bah, on essaye de se comprendre un peu avec les signes et tout ça, parce que moi, je parle pas le cingalais. Mais je comprends Mmh. quelques petites choses, mais c'est très, enfin, c'est très compliqué, puis la connexion, tout ça. Et là, bah, le problème, c'est que son téléphone est HS, donc je suis en train d'en programmer un autre, et là, je vais lui mettre un clavier cingalais, ce que j'avais pas pensé la dernière fois. Et puis, donc, je suis en train de préparer un colis pour lui renvoyer. Donc là, j'ai beaucoup moins de nouvelles, puis avec la crise que connaît le Sri Lanka actuellement, Ouais. bah, il y a beaucoup moins de communication, quoi. Mmh Mais mh, voilà. mmh. Ouais, c'est un Et peu sinon, oui, compliqué, on ouais. a gardé. Ouais, voilà. Sinon, on a gardé contact sans problème. J'avais envoyé des colis. Voilà, c'était. Non, non, c'est. Puis on a fait des visios aussi avec mes parents pour que Voilà, OK. ils puissent se revoir. Et puis, ouais, c'était beaucoup d'émotions. J'ai présenté mon frère aussi. Enfin, ouais, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. OK. Ouais, justement, moi, je me posais cette question, comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit, enfin tes parents adoptifs, quand tu leur as Ouais. dit que tu voilà, que tu partais, que tu allais peut-être la retrouver et puis du coup aussi quand tu l'as retrouvée, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, c'était, ça fait remonter des souvenirs parce que c'est vrai que j'en parle plus souvent. Mais, ouais, en fait, alors déjà, quand, j'avais commencé à leur dire, «J'aimerais bien avoir mon dossier d'adoption pour commencer à faire les recherches», si tu veux, ils étaient pas choqués parce que, ils savaient que ça allait arriver. On en parlait déjà depuis toute petite et puis Mmh. eux-mêmes voulaient qu'on aille sur place et que, tu vois, je reste avec, ma maman adoptive et que, OK. on fasse les recherches ensemble. C'était Ouais. plus ou moins prévu. Donc du côté de ma mère, il y avait un petit sentiment de je pourrais pas être avec elle.
Et puis, bah, mon père était plus, en mode, bah, «J'espère que ça va aller et que surtout tu vas pas être déçu selon ce que tu vas trouver ou pas trouver». Mmh. Et c'est vrai que ça avait marqué parce que, enfin, moi, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, mais suite à mon histoire, si tu veux, j'en avais parlé, j'avais été invitée à Ça commence aujourd'hui et mon père avait témoigné, en fait. Et c'est ce qui ressortait, c'est que, ouais, il avait peur pour moi, il était hyper ému, ça m'avait fait trop bizarre de le voir comme Mmh. ça. Il est pas du tout démonstratif et si tu veux, je le savais, mais de l'entendre, ça faisait bizarre. Donc après, il y a eu le côté, ben, ça y est, on a pris nos billets, on va partir. Et donc là, mes parents étaient super heureux pour moi. Ils avaient hâte que je découvre le pays, mais bah, toujours cette appréhension de j'espère que ça va pas être trop dur pour elle si ça n'aboutit pas ou si ça aboutit pas comme elle imagine. Parce que je pense qu'en fait, ils minimisaient un peu tout ce que j'avais imaginé. J'avais vraiment fait plein de scénarios, mais je pense qu'ils pensaient que je voyais que le positif et que j'espérais qu'il y ait que ce positif-là qui se passe. Ouais. Donc je pense que ouais, bah, après c'est côté parents, c'est normal, hein, tu peur que ton Ouais, bah, enfant se oui. casse du nez, quoi. Et, et à partir du moment où je l'ai retrouvé, j'ai pas tenu compte du tout du décalage horaire, en fait. J'ai demandé à mon chéri de prendre une photo, donc enfin, j'en ai eu plusieurs, des photos avec ma mère biologique et je lui ai dit, enfin j'ai quand on est ressortis, j'ai envoyé tout de suite dans le tuk-tuk, je l'ai retrouvé, machin, enfin et j'avais aussi cette appréhension de, bah, quand même, moi j'avais pas de doute, mais après, tu sais, quand ça se passe et que tu recommences à cogiter, est-ce que c'est bien elle? Parce que bon, t'entends tout et n'importe quoi, hein, des fois, des gens qui se font passer pour d'autres, et cetera. Mmh Donc mh, j'avais un mmh. peu peur, mais au fond de moi, je savais que c'était elle parce que j'avais beaucoup de données, on va dire, de mes parents, et cetera. Il y a des choses qu'elle m'a dit, ça pouvait être la seule à me dire ça, même OK. physiquement, et cetera. Et en fait, moi, j'avais pas de doute. Et donc j'ai appelé après, on a attendu, bah, le décalage horaire, tout ça, puis on a appelé en soirée. Donc ma mère, bah, super heureuse, elle pensait pas du tout que ça aurait pu aboutir aussi bien parce que je lui ai dit en plus, bah, j'ai retrouvé une tante, je sais que j'ai encore une tante, j'ai 2 cousins et ma grand-mère. Elle me fait: «Oh là là, enfin vraiment tu as retrouvé tout ça?» Enfin elle était vraiment, Mmh. choquée. Elle m'a dit: «Oh là là, qu'est-ce que j'aurais voulu être avec toi, machin» et puis, bah, je dis: «Bah ouais, je comprends» et mon père quand je lui avais envoyé la photo, Hem, bah, du coup, il m'avait dit: «Oh, c'est super, machin», enfin, tu sais, pas très expressif et puis quand je l'ai appelé en visio, si tu veux, la vidéo, elle s'est pas mise tout de suite, donc je l'ai Ah. entendue avant de le voir et puis, j'ai dit: «Allô papa?» et là, j'entends comme ça, je me dis: «Pourquoi il pleure?» et après je l'ai vu, il avait les yeux rouges, il pleurait et tout et enfin, lui qui est très peu démonstratif, mais je sais qu'il est super sensible, bah, là, j'ai chialé tout de suite parce que du coup, je me suis dit: «Punaise, mon père qui pleure, c'est trop bizarre» et en fait, il était vraiment hyper heureux. Il m'a fait: «Oui, bah, il y a pas de doute, hein, c'est elle, je l'ai enfin, on la reconnaît, c'est sûr», donc tu vois, j'ai même pas eu envie de faire un test ADN ou quoi que ce soit parce que, bah, j'avais déjà toutes mes certitudes, Ouais, en ouais, fait. ouais. Donc voilà, puis OK. après, j'ai informé un peu tout le monde et puis, mais tu vois, je pense qu'avec le recul, ben, le fait que ce soit mon chéri qui était avec moi, ça pouvait pas mieux se passer parce que dans Mmh ma mh. tête, j'idéalisais avec mes parents, adoptifs, mais je pense que, on n'aurait pas parlé autant, ça aurait peut-être été plus mes parents avec elle que moi Mmh mh. directement à elle, en fait Ouais, et ouais, ouais. ouais et je pense que c'était la meilleure des façons quand même de se retrouver. Ouais, c'est bah, oui, oui, puis même d'avoir un soutien émotionnel, je pense que dans ces moments-là, c'est important aussi, quoi. Ouais, D'avoir quelqu'un qui ouais, qui tu sais qu'il est là, quoi. Enfin, qu'il est là pour c'est toi ça, si jamais, voilà, si jamais c'est c'est pas aussi heureux que ce qu'on aimerait. ouais, puis tu vois, il était là, mais un peu en retrait, enfin discret, il a laissé la place et cetera. C'est même ma mère biologique qui lui disait, «Ah bah, en gros, je le considère comme mon fils aussi». Alors du coup, je regardais Joanne, je fais: C'est bizarre quand même parce que du coup, mais Ouais. après tu vois, on rigolait et puis je dis: c'est hyper affectueux et tout ça», À un moment, elle m'a dit, parce que Judy était là et en fait, c'est lui qui traduisait et puis, il me dit: «Alors, elle a dit quelque chose, mais je sais pas si,
en le traduisant, tu vas bien comprendre parce que c'est un peu bizarre ce qu'elle a dit. Mais en gros, elle m'a dit: «Je t'ai pas eu longtemps avec moi, je t'ai eu 3 semaines, quand tu Mmh étais bébé et pendant ces 3 semaines-là, je t'ai allaitée et je me mh. disais que, en te donnant mon lait, un jour, tu allais pouvoir me retrouver». Parce qu'elle, elle était Mmh. persuadée que j'allais revenir, en fait. Elle était persuadée et elle a dit: «Je savais qu'un jour tu reviendrais, que tu me retrouverais, tout ça, je savais juste pas quand et tout». Et en fait, quand j'ai regardé Judy, je fais: «Attends», du coup, je retraduis, je fais: «Elle a bien dit ça?» Et il me dit: «Oui, oui, voilà, c'est ça, t'as compris», et Mmh je lui dis: «Ben, écoute, dis-lui que ça a marché parce que je suis là aujourd'hui, quoi». Mais Mmh. non, c'était fou. C'était Ah ouais, très ouais, non, puissant. super. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Non, c'était incroyable. c'est vraiment chouette. Ouais, Et donc du coup, ouais, OK, donc du coup, aujourd'hui, tu as toujours des contacts et cetera et il y a comme, ah, c'est vraiment une belle histoire, j'aime beaucoup. ouais, Et du ouais. coup, comment si on passe un peu sur une autre question, même si, l'histoire est super et qu'on enfin, je me lasse pas forcément de l'entendre, mais, comment est-ce que Dis-moi. du coup tu t'es construite, toi, durant, bah, ta petite enfance, ton enfance, ton adolescence? Bah, écoute, enfance très, très bien. Vraiment, on en riait parce qu'en fait, on avait vraiment, conscience de notre adoption, de notre histoire un peu différente, notre arrivée et cetera. Notre famille, quand on a commencé à grandir un petit peu, c'est vrai que, bah, ma mère, par exemple, elle a des souvenirs, moi elle a le teint assez mat, ma mère. Mmh Et en fait, quand on allait à la plage, il y a eu des fois, j'ai fait des réflexions genre: «Mais maman, pourquoi nous 2 on est marron et papa il est blanc?» Et ça l'a fait Mmh beaucoup rire parce que, bah, du coup, ça faisait comme si, je mettais, maman comme moi alors qu'en fait, non, c'est juste qu'elle avait la peau mate et tout ça, donc elle nous expliquait et cetera. Et en fait, on n'a jamais trop souffert, on va dire, de la différence, du racisme et cetera, un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Et par contre, à l'adolescence, c'est là où ça s'est gâté parce que, je OK. pense qu'on est tous passés par ces phases d'incompréhension, de colère, vraiment violente et inexplicable. Mmh Et en fait, on en voulait, moi j'avais un profond mal-être et j'en voulais à mes parents parce que, ils comprenaient pas. Et en fait, ben, ils me reprochaient de pas, enfin d'être colérique ou voilà, ou taper des colères, pour des choses, qui leur paraissaient futiles, et même moi je savais pas expliquer d'où ça venait. Donc à Mmh partir du moment où tu as même pas conscience que ça vient de l'adoption, tu comprends pas, donc tu t'énerves encore plus. Et en fait, ouais, j'ai vraiment eu ma mère, elle m'a carrément traitée de volcan, tu vois? Parce qu'elle me disait: «Mais t'as un caractère volcanique, c'est ouf comment tu t'énerves d'un coup, tu te rends pas compte, puis les yeux noirs, je te jure, t'aurais des couteaux dans les yeux, tu nous les planterais, quoi». Et parce qu'elle me disait: «Tu un mh. regard des fois à faire peur». Et en fait, bah, ça m'énervait encore plus parce que je leur en voulais de pas me comprendre, mais eux non plus savaient pas d'où ça venait. Mmh Mais Et qu'est-ce que tu voulais qu'ils comprennent? bah, je sais même pas moi-même, tu vois? Le fait que juste je me sente pas bien, et avec Tu le te sentais recul, pas je sais que bien tu te sentais pas bien dans ton corps, dans ta situation familiale, dans ta situation sociale, avec les copains, dans non, non, pas alors, ben, avec les ouais, en fait, il y a le sentiment de la relation, masculine, on va dire. J'avais Mmh l'impression, donc dès qu'il y avait, par exemple, une rupture et tout, je le vivais très mal parce que, j'avais l'impression qu'on m'abandonnait, je comprenais pas Mmh pourquoi. Il y avait aussi, par rapport à mon père, j'avais l'impression que, alors c'est pas le cas du tout, mais je m'étais mise dans la tête qu'il faisait une différence entre mon frère et moi. Alors Mmh qu'en fait, c'est juste qu'il est pas démonstratif et que, bah, entre garçons, c'est sûr qu'ils font plus de choses. Ils vont jouer dehors, ils vont, faire de la mécanique, des trucs comme ça. Et Mmh et moi, j'avais une relation, bah, complice avec ma mère, mais il y a eu un moment où elle est tombée, assez malade et du coup, on la voyait beaucoup moins, si tu veux, parce qu'elle était alitée et tout ça. Donc en fait, OK. je me suis retrouvée un peu seule. Il y avait aussi le fait que, ben, tu vois, j'arrivais au collège, au lycée, et en fait, je voyais, bah, les petits frères, les petites sœurs qui arrivaient, des potes, et puis, tu entendais: «Oh là là, bah ouais, c'est sûr, c'est la sœur de machin, ils se ressemblent trop», enfin voilà. Et puis du coup, moi, je rentrais le soir et je me regardais des heures dans le miroir
à me dire: «Mais, à qui je ressemble? Est-ce que j'ai son nez? Mmh. Est-ce que enfin, à quoi il ressemble?» Et en fait, je me sentais hyper incomplète et je savais qu'il me manquait un bout, mais je savais pas quoi, je savais pas comment combler et puis, du coup, ouais, ça m'avait créé un gros mal-être et je savais pas, en fait, avec le recul, je sais d'où ça vient, c'était les blessures de l'adoption. J'en ai parlé dans une Mmh. vidéo YouTube aussi parce que c'était tellement, enfin, c'est tellement quelque chose qui revient en tant que personne adoptée que, Mmh. on est tous passés par là. C'est Après, ça s'exprime de différentes manières. J'ai eu des épisodes, de colère, de déprime, il y a des épisodes un peu, où je faisais tout n'importe quoi. Mmh. Mais, ouais, c'était une période qui était pas facile, quoi. Mais est-ce que tu peux nous définir un peu, enfin, quelles étaient pour toi ces blessures de l'adoption? Est-ce que c'était parce que tout à l'heure tu nous as dit que c'était pas un abandon, enfin que tu l'avais jamais vécu comme ça, mais est-ce que finalement il y Ouais, a quand même eu ouais, un peu c'est de ça. ça? OK, donc vas-y, Alors ouais. Du coup, alors oui, en fait, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je considère pas mon adoption comme un abandon parce qu'en fait, je considère que ma mère biologique dans mon adoption. Mais mmh. effectivement, il y a bien eu abandon de la figure paternelle, en fait. D'accord. Donc, en fait, sachant que j'ai toujours connu mon histoire, je savais même dès petite, hein, mes parents m'ont expliqué avec leurs mots à eux, bien sûr, Hem, que, bah, le géniteur s'était barré. Donc eux, ils disaient le père biologique, mais moi, je peux pas le considérer comme un père, en fait, à partir du moment où, bah, tu lâches une femme enceinte, Mmh. c'est pas moi, je peux pas le concevoir, en fait. Donc après, je sais que ça se fait beaucoup, là-bas et pas qu'au Sri Lanka, malheureusement. Mais Mmh. voilà, donc après, je sais qu'il y a le rapport à la figure paternelle ou à la figure masculine qui a été très troublé en fait. Mais ça, je l'ai compris que plus tard. Donc Mmh. voilà, après, petite, il y a eu des moments alors après, je sais qu'il y en a beaucoup qui pourront dire: «Oui, mais entre frères et sœurs, il y a toujours un peu de jalousie et cetera». Moi, je sais qu'il y a eu des moments où j'ai été jalouse de mon petit frère, mais Mmh. jalouse, pas parce que c'était le petit, mais plutôt par rapport à la relation qu'il avait avec, mon père et que quand Mmh. moi j'essayais d'avoir, une relation avec mon père un peu plus complice, bah, il y a un truc qui bloquait. Bah, déjà, il est pas démonstratif et moi non plus et en plus de ça, bah, on n'arrivait pas à communiquer forcément et du coup, à l'adolescence, c'était tellement, difficile que c'était des cris, on n'arrivait pas à se parler sans se crier dessus et surtout je Mmh. pouvais pas terminer un repas à table avec lui parce que, bah, du coup, il avait aussi ce côté un peu taquin, des fois il poussait un petit peu à bout, mais sans faire exprès, mais parce qu'il me trouvait ridicule à m'énerver pour rien. Donc du Mmh. coup, bah, il forçait un peu et moi ça m'énervait encore plus parce que, je me disais: «Mais punaise, il me comprend pas, il fait exprès» et donc ça m'énervait. Il y avait le fait que ma mère, du coup, était malade et était alitée, donc en fait, je la voyais beaucoup moins. Donc en fait, ça s'est un peu Mmh. inversé, le rôle de maman et de fille, c'est plutôt moi qui prenais soin d'elle Mmh. et du coup, bah, j'avais pas trop de repères en fait, j'avais un peu pris le rôle de la maison, à faire, bah, toutes les tâches ménagères, la cuisine, les courses, enfin les listes de OK. courses en tout cas, m'occuper de mon petit frère et tout ça et du coup, ouais j'ai eu, l'impression d'avoir vraiment, tout un fardeau sur les épaules et de devoir gérer des choses à mon âge que j'aurais pas dû gérer et Mmh. donc plus après le fait d'avoir des ruptures, amoureuses, où, bah, à partir du moment où tu ouvres ton cœur à quelqu'un et surtout à une personne masculine, pour moi, ben, je lui offrais l'opportunité de me blesser vraiment, profondément et en fait, quand il y avait pas d'explication, voilà, j'avais du mal à accepter que ce soit, juste comme ça, injuste. Il me fallait une raison, pourquoi on m'abandonne, pourquoi on me laisse tomber et cetera. Mmh. Surtout quand j'avais rien fait de mal, en fait. Donc ça a été vraiment très, très dur, ouais, ce côté abandon, mais c'était surtout vis-à-vis des hommes, en fait. Et puis la colère Mmh. inexpliquée, le fait de se retrouver en personne au niveau physique, parce que, ben, mine de rien, quand tu es au collège ou au lycée, le physique ça compte, énormément. On a beau Mmh. dire, mais ça complexe de ouf, en fait. Même, Mmh. voilà, si tu te sens pas bien dans ta peau, c'est pas que moi je me sentais moche ou quoi, hein, c'est surtout que je savais pas à qui je ressemblais et surtout Mmh. je commençais à me tracasser en mode, «Mais si je ressemble pas à ma mère biologique et je lui ressemble à lui, mais non, Mmh. je peux pas». Enfin, tu vois, Mmh. c'était des questions un peu existentielles, mais ça me bouffait la vie au final, hein. Ouais, je comprends très bien.
Et donc du coup, comment on fait pour s'en sortir de ces douleurs, de ce mal-être, un peu inexpliqué, inexplicable? Ouais. Déjà, comment est-ce que enfin, tes parents, comment ils ont réagi à ça? Parce que j'imagine que c'est pas évident quand tu es un papa, ou une mère, adoptive. Ouais, Heu, bah, ouais, bah, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans ma chambre et j'avais l'habitude de communiquer beaucoup avec ma mère et tout ça, mais du coup, comme elle était malade et que je la voyais moins, j'ai mmh perdu, cette notion d'aller lui dire, tout ce que je ressentais et tout ça et en Mmh. fait, bah, il y a beaucoup de choses qu'ils ont jamais su, en fait. Parce que, D'accord. bah, voilà, ils juste, ils me voyaient grandir, hem, pour eux, c'était la crise d'ado, en fait. Donc c'est sûr, il y avait de ça, Ouais, mais ouais. pas que. Parce qu'elle était Ouais, vraiment ouais. violente, quoi, par rapport à Oui, d'autres, du coup, ils ont un peu mis ça, sur le coup de la crise d'ado, en c'est ça, peut-être que sans chercher vraiment et sans se dire que c'était peut-être un poil excessif, quoi. c'est ça et surtout, Mmh. bah, à l'époque, tu vois, il y avait pas, autant, internet, enfin, je veux dire, on Mmh. commençait à l'avoir, on commençait à avoir MSN et tout ça, mais pour les parents, c'était beaucoup moins accessible que maintenant sur Mmh. téléphone, Google, les forums et cetera. Donc en Mmh fait, mh. il y avait pas la même relation vis-à-vis d'être parent adoptif et d'accompagner son enfant, tu vois? Il y avait moins d'articles, on en parlait moins de attention, les crises que les enfants, adoptés peuvent traverser et cetera. Ils étaient, pour leur défense, dans le flou aussi. Ils faisaient comme ils pouvaient. Pour eux, l'adoption, on n'en souffrait pas, parce qu'on ne l'avait pas mentionné non plus. Donc Mmh. ils pouvaient pas non plus deviner que ça venait de là, surtout qu'à l'époque, nous, on savait pas non plus que ça venait de là, si tu veux. On l'a Ouais, compris beaucoup ouais, plus ouais. tard, en prenant du recul. Mais à l'époque, ils savaient pas, juste ils pensaient que c'était difficile. Peut-être il y a des problèmes de racisme à l'école, peut-être il y avait des choses, et en fait, ils avaient du mal à comprendre. Mais comparé à d'autres enfants, c'est sûr que moi, j'étais vraiment très excessive au niveau des colères, et puis je cherchais les mots pour les blesser, en fait, pour leur faire du Mmh. mal aussi, parce que je leur en voulais de pas me comprendre. Et même moi, je savais pas exprimer ben, ce qui allait pas. Et comme Mmh. j'arrivais pas à le mentionner, ben, je m'énervais Oui, encore la plus, quoi. communication était encore plus compliquée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et OK. ben, comment on s'en sort? C'est Je saurais même pas dire s'il y a une solution parce qu'à l'époque, j'avais des solutions, mais c'était pas les bonnes, tu vois? C'était, bah, de me faire du mal, enfin, c'était, en soirée, bah, c'était de me laisser complètement aller avec, l'alcool, tout ça, pour m'évader un petit peu. Pas, en mode dépressive, au contraire, hein, c'était, juste, «Vas-y, je m'éclate» et tout ça, mais tu vois, c'est pas des bonnes solutions. Par contre, la chose qui m'a Mmh mh. aidée, c'est de partir de la maison, c'est de prendre mon Mmh. appartement, de me confronter moi-même à la vie, toute seule et cetera et de les voir moins, en fait et le fait de les voir moins, bah, je les supportais plus, en fait. Parce qu'on n'était OK. plus les uns sur les autres, passer les repas, confrontés toujours aux mêmes choses, Mmh mh. ruminer et cetera. Puis, ouais, du coup, ça m'a fait plus de bien, puis de partir, de rentrer dans la vie active, d'avoir une vie, on va dire, d'adulte et de se confronter à d'autres soucis où tu te dis: «Bon, ben, maintenant, on relativise, puis avec l'âge, tu grandis, tu mûris et tu prends du recul quand tu as la capacité de le faire sur toi, c'est de prendre du recul sur ta Mmh mh. situation, d'analyser, d'essayer de comprendre, de pas reproduire et à partir du moment où tu comprends pourquoi tu réagissais comme ça, bah, après, si tu arrives, c'est de reprendre cette discussion-là avec tes parents et de Ouais, pas laisser un non-dit, en fait et à partir du moment ouais. où tu dis les choses, ben, tu culpabilises moins de les avoir fait souffrir aussi et c'est plus facile d'avancer. Mais bon, ça, c'est parce que, moi, j'ai eu la chance d'avoir, des parents qui acceptaient le dialogue et qui n'étaient pas Mmh mh. fermés, bornés en mode, «Non, mais de toute façon, on fera rien d'elle avec son comportement», Mmh mh. enfin, tu vois? Ils savaient que j'étais pas comme ça au fond, juste ils se demandaient pourquoi ma crise d'ado, elle Mmh. arrivait si tard et qu'elle a duré si longtemps, en fait. Donc même Mmh mh. encore des fois maintenant, je peux avoir des réactions un peu excessives et je me dis: «Ouh là, attends, vas-y, calme-toi, enfin, prends du recul aussi». Mais tu vois, par réflexe d'avoir vécu tant d'années oppressée comme ça, ben, je prenais facilement comme des attaques tout le temps, mais ouais, du coup, ça passe en grandissant, on va dire, mais faut une grande capacité Mmh mh. à prendre du Ouais. recul et à se remettre en question surtout, Mmh. En fait, c'était aussi. plus une incompréhension, commune, en fait, Oui, c'est entre ça. vous, quoi.
Ouais. heu, Quand tu as pas d'explication, voilà, qui était tu as pas de dû peut-être à solution. un manque de connaissances, alors évidemment pas cons Tu vois, c'est encore actuel, hein, et quand, il y a une vidéo que j'ai faite où justement j'avais envie de faire témoigner mes parents. Donc alors après c'était tourné en confinement, donc je les avais en haut-parleur, mais en gros, j'avais, appelé mon père et puis ensuite ma mère pour, leur poser des questions, comment ils ont vécu l'adoption et leur point de vue en tant que parents adoptifs. Parce que ça, je trouvais que ça manquait. On entend beaucoup les adoptés parler de leur, parcours, mais, les parents adoptifs, ils ont moins la parole, en fait. Donc moi, mmh j'avais, mh. j'avais décidé de faire ça avec mes parents. Et en fait, tu vois, à un moment donné, ma mère, elle me dit, bah, quand on était allé au Vietnam, effectivement, il y avait, des couples, enfin un couple surtout qui l'a marqué, qui était en train de, faire son shopping, quoi. «Moi, je veux un bébé de sexe voilà, avec des yeux comme ça, je veux qu'elle soit fine, je veux qu'elle soit belle». Mais pardon, mais ma mère, elle était complètement outrée, mais Ouais. enfin et puis, elle disait: «Nous, on a choisi l'international parce qu'en France, c'était pas possible d'adopter». Enfin, ils ont fait des démarches, alors eux, ils étaient Mmh en démarche médicale, plus, adoption en France et également, bah, à l'international. Donc après, ils ont dû cibler des pays et tout ça, mais ils ont pas, choisi non plus: «Moi, je veux absolument cette Ouais, ethnie-là», ouais, enfin, tu vois? Et du coup, de base, elle, enfin, elle disait qu'elle aurait bien voulu éventuellement, à partir du moment où ils ont su que c'était le Sri Lanka, ils mmh auraient mh. bien voulu réadopter au Sri Lanka pour Mmh. peut-être qu'on ait, même si on n'était pas frères et sœurs biologiques, d'avoir des points, communs et tout ça et surtout pour notre construction, en fait. Et puis après, ils se sont dit: «Bon, bah, c'est Vietnam, il y a pas de souci, on Mmh. fera, comme on pourra et tout ça» et ça s'est très bien passé. Mais là-dessus, mes parents, je les remercie parce que cette vidéo, elle est vraiment ultra, bienveillante et même Mmh. si, tu vois, je parlais du moment, adolescence où ça a été compliqué pour moi, ça l'était aussi pour eux. Mais honnêtement, pour, l'époque, ils ont super bien géré. Ils ont été vraiment au top au niveau, enfin, parents adoptifs. Ils ont toujours été dans le dialogue, la compréhension. Ils ont veillé à ce qu'on manque de rien. Dès qu'il y avait des choses où même ça allait pas, des fois, ils nous enfin, c'est pas qu'ils nous forçaient à parler, c'est qu'ils prenaient le temps. Ils revenaient un petit peu, de temps en temps, un peu plus calme. «Alors et est-ce que maintenant tu veux en parler?» Et on Mmh. finissait par dire les choses, tu vois? Et il y a Ouais, des ouais. choses où, bah, par exemple, par rapport au racisme à l'école, ça je l'avais caché parce que c'était un gros mal-être et puis, il y a pas eu beaucoup d'épisodes de racisme, mais la fois où il y en a eu, c'était par des personnes, qui m'ont vraiment fait du mal et parce que Mmh. je les aimais beaucoup. Donc encore une fois, j'avais l'impression d'être trahie, abandonnée, donc tu vois, ça Mmh. revenait encore aux blessures. C'était pas tant le racisme, c'était: «Pourquoi tu me fais ça alors que moi je Ouais, t'apprécie?» ouais, ouais. Et donc, bah, à partir du moment où j'avais expliqué ça, ma mère, elle a carrément géré le problème parce qu'elle connaissait, bah, le la maman. Elle a appelé, elle fait: «Bah, je comprends pas, pourquoi, alors que d'habitude ça va très bien entre les 2, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé?» Et en fin de compte, il y a eu des excuses et tout ça et après c'est passé. Ma mère m'a expliqué: «Écoute, enfin, tu vois, là où la personne habite, il y a toujours, du monde à passer». C'était un commerce et cetera donc, elle a dû répéter sans savoir, sans comprendre, sans savoir que ça allait faire du mal parce que c'était en primaire et du coup, bah, en fait, à partir du moment où il y a eu les excuses et tout ça, mes parents nous ont toujours dit: «Si la personne, elle prend, le temps, de s'excuser avec les formes, il faut pas rester sur, de la colère, il faut pardonner et cetera, si tu te sens de le faire». Donc du coup, moi, c'était passé, tu vois? À partir de ce moment-là, c'est juste que sur le coup, ça m'avait fait du mal et j'ai eu du mal à le sortir, que, Mmh. j'avais été blessée parce que, on m'a dit ça et du coup, ouais, c'était, mais là-dessus, ils ont vraiment été super au niveau éducation et tout, c'est ouais, OK, vraiment, exemplaire. super. Et comment est-ce que, au niveau de tes relations sociales, est-ce que l'adoption, c'est quelque chose que tu as bien vécu ou alors tu t'es sentie, différente? Est-ce qu'on t'a fait sentir différente? Enfin, comment ça se passait dans tes rela et comment ça se passe aujourd'hui? Parce que finalement, c'est pas fini. Ouais, ben, écoute, enfin moi, j'ai toujours eu l'impression alors moi, j'étais quand même quelqu'un de très timide, donc je parlais pas forcément, tout de suite, tout de suite. En fait, il fallait qu'on vienne me poser les questions, j'en parlais pas de moi-même, mais déjà dans le cercle familial, je me sentais spéciale, puisque je trouvais Mmh. qu'on avait, je considérais ma famille un peu comme une famille, hors du commun, mais super parce que, je pouvais dire que j'avais une autre maman quelque part qui m'aimait Mmh. aussi, voilà. Après dans le c'est surtout arrivé au niveau du, bah, du collège, lycée quand en fait, tu rencontres un nouveau cercle d'amis,
et ben, c'est là qu'on te pose des questions: «Et tes parents, Mmh ils font quoi dans la vie? Ils sont originaires d'où?» et cetera. Et donc c'est là que j'explique, bah, voilà, bah, moi je suis adoptée et en fait tout de suite, j'ai eu des sentiments un peu de gêne parce mh. que tu as la réflexion: «Ah!» genre: «Ah ma pauvre» et puis j'étais en mode: Mmh mh. «Bah non, pourquoi ma pauvre?» enfin, donc tu vois, j'expliquais et en fait, à chaque fois ça me faisait réexpliquer l'histoire et tout ça et puis après tu as les questions, les gens qui cherchent à vouloir te connaître mais c'est quand même assez indiscret et tu sais Mmh. pourquoi, tu as été mise à l'adoption et Bah, pourquoi et ta mère elle est encore vivante, tu sais? Enfin, c'est frontal comme question et en mmh fait, mh. mais à l'époque, tu vois, c'est dans la cour, ils peuvent pas savoir, mais et moi Ouais. je répondais, ça me dérangeait pas de répondre parce que ça a jamais été tabou, mais c'est après je cogite Hem, J'aimerais bien qu'on parle des identités multiples. Je sais pas si toi, c'est quelque chose qui t'a interpellé déjà, mais dans cette, option que, peut-être que tu sentais que certes, tu avais une éducation française, par des parents français et cetera, voilà, dans des institutions françaises, donc une culture française assez présente. Mais est-ce mmh que tu as senti, au fur et à mesure, que tu grandissais, qu'il y avait une part de toi qui n'était pas française et qui qui ressentait une appartenait, autre ouais. culture? Alors, oui, beaucoup alors beaucoup pendant, bah, avant le voyage et cetera, enfin pendant toute mon enfance en fait, c'est ça qui faisait aussi que je me sentais spéciale par rapport aux autres. C'est que, ben, enfin spécial, pas en mode hautain et tout au-dessus des Mmh autres, hein, mh, pas du mmh tout, mais j'avais un petit truc en plus exotique, on va dire, tu vois? Et que, j'en faisais mh. une fierté, ma mère m'a toujours dit: «Il faut pas, que tu prennes, ta différence, de couleur de peau comme, comme un défaut ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est ta force». Donc, si tu veux, j'ai toujours grandi avec, cette image-là et alors, oui, mes parents ont ben, donc on a eu, bah, l'éducation, voilà, tout, contexte français et cetera. Par contre, mes parents, ils ont toujours eu l'habitude, de par exemple, culinairement parlant, de nous faire goûter à plein de cultures différentes. Donc, Mmh on mh. mangeait souvent asiatique, indien, sri-lankais et cetera et dès qu'on avait des choses qui nous rappellent nos origines, ils étaient là pour nous expliquer: «Bah, au Sri Lanka, ça c'est le plat typique, le rice and curry, c'est présenté comme ci, comme ça, c'est super bon, je t'en ferai Mmh un». mh. Donc ils ont toujours eu la démarche de nous cuisiner Mmh. aussi des choses. Donc si tu veux, on a baigné dans de multiples cultures. Hem, Ils avaient pas mal voyagé avant nous aussi. Mon père, de temps en temps, il allait en Afrique, tout ça, donc il nous ramenait, des produits, enfin, on découvrait. Donc là, en fait, si tu veux, on a toujours eu une alimentation variée. Pareil au niveau, culture, ma mère était prof de danse, donc elle nous emmenait souvent voir des spectacles, des choses comme ça. Là-dessus, on a été, hyper Mmh. variés. Après moi, j'avais toujours, par contre, c'est bizarre, hein, mais je faisais un blocage vis-à-vis du Sri Lanka parce que Mmh mh. quand, par exemple, mon père ou d'autres personnes me disaient: «Tiens, regarde à la télé, il y a un reportage sur le Sri Lanka» ou «Tiens, je t'offre un livre sur le Sri Lanka avec des photos» et ben, Mmh mh. je trouvais l'attention super gentille, mais moi, je voulais pas regarder, en fait. J'allais pas regarder le livre, j'allais pas regarder le documentaire parce que j'avais encore dans l'idée qu'on allait partir tous les 4 et que là, j'allais découvrir et en fait, je voulais pas Mmh. me spoiler, tu vois? Donc je voulais vraiment garder tout ça, donc j'ai jamais ouvert, et en fait, je me suis pas intéressée tant que ça à la culture parce que je voulais tout découvrir sur place et tout Mmh ressentir mh. avec toute mon âme, tout mon être et tout ça et en fait, bah, à chaque fois, quand, on me disait: «Ah, tu es française?» alors déjà je disais: «Non, déjà, je suis française, bretonne et sri-lankaise». Parce que du coup, je viens de Bretagne, donc on est assez chauvin là-dessus et puis, après, tu vois, j'aimais bien dire que, ouais, j'avais des origines sri-lankaises. Quand on me disait, bah, les gens savaient pas à l'époque, le Sri Lanka, où c'était, donc j'étais toujours obligée de dire: «Bah, tu vois, c'est la petite larme qui est en dessous du Mmh mh. de l'Inde et tout ça». «Ah oui, donc tu es indienne?» Je fais: «Non, c'est pas pareil» et Mmh mh. du coup, tu vois, ça m'énervait. C'est comme si je te disais: «Toi, tu es belge». C'est à côté, mais c'est pas pareil. Donc du coup, ouais, j'avais ma petite fierté de dire que j'étais sri-lankaise toujours et en fait, tu vois, je me sentais pas forcément non plus, ben, comment dire? Légitime parce que j'avais aucune culture, mais c'est moi qui voulais pas, m'instruire non plus, parce que je voulais découvrir ça plus tard et quand j'étais au Sri Lanka, on me disait: «Ah, tu es, sri-lankaise d'origine singalaise et tout». Je fais: «Bah non, en fait, oui, je suis d'origine sri-lankaise, mais
je suis française, en fait, Mmh j'ai grandi mh. en France, je vis en France, je connais pas du tout le Singhalais ni rien du tout. Donc Mmh. en fait, quand, j'étais en France, j'avais pas l'impression d'être, sri-lankaise forcément, enfin, j'étais française et quand j'étais, là-bas, j'avais pas l'impression d'être, sri-lankaise non plus. C'était enfin, tu vois, c'était, je j'avais pas forcément ma place, avec, la culture ou quoi que ce soit. Enfin, ça s'est bien révélé, en fait. Et même si, tu vois, je m'instruis, j'essaye d'en connaître un petit peu plus sur la culture, ben, je me rends compte que c'est pas là où j'ai passé toute ma vie et tout ça. Donc, ouais, non, tu vois, je suis très attachée, je m'informe, des événements et tout ça, mais je me sens pas, sri-lankaise pour autant, quoi. Parce que quand je suis au Sri Mmh. Lanka, je me sens française, quand je suis en France, bah, je me sens un peu plus sri, enfin, c'est, Ouais, ouais, trop ouais. bizarre. Du coup, ouais, il y a le côté, bah, elle est où ma place, en fait? Il faut bien réussir à faire, le mix des 2, quoi. Mmh. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Mmh. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Une identité multiple, quoi, donc il faut, réussir à jongler avec toutes Bah, ouais, ces totalement. possibilités, quoi. Parce Mais, que tu c'est vois, chouette. par exemple hein? Non, vas-y, vas-y. Non, je disais, par exemple, quand on parlait avec maman de mariage et tout ça, tu vois? Elle me disait: «Oh là là, faudrait que tu fasses, aussi un mariage en sari et tout ça» et je dis: «Bah maman, franchement, je trouve ça magnifique, mais j'aurais l'impression d'être déguisée parce que c'est pas ma culture», Ouais. tu vois? Mmh J'ai mh, pas envie de, tu vois, de faire, en tenue, bah, française, tout ça, une belle robe de mariée et puis, à côté de faire, en sari parce que je suis d'origine sri-lankaise. Je fais: ouais, «C'est pas ma culture», donc même si j'ai les habits, j'aurais pas les traditions de tout ce qu'il faut faire et tout exactement. pour les Mmh. cérémonies et j'aurais l'impression de me déguiser. Donc à la limite, je veux bien mettre, le petit bindi ou voilà, mais sinon, c'est enfin, tu sais, en petit rappel, en clin d'œil à mes origines, Exactement. mais je Ouais, puis il y pourrais a un pas côté faire, aussi, de enfin, moi, je sais que j'aurais l'impression de enfin, si j'étais dans ta situation, mais d'être dans un truc un peu d'imposture en mode, enfin, ou de oui, singer un peu quelque chose mais qui un peu totalement, m'appartient certes, mais c'est que, ça. enfin, qui ne fait en même temps pas trop partie de moi. Enfin, c'est un peu particulier, quoi, Oui, mais puis tu peux pas le ressentir comme eux, ils font traditionnellement, au pays. exactement. Donc puis ouais, alors c'est pas que j'aurais l'impression de me moquer, mais j'aurais l'impression d'être déguisée, de pas être à ma place, en fait. Enfin, tu peux pas dire parce que tu as des origines, tu après c'était vraiment, une idée comme ça qu'elle a dit: «Ça serait joli en sari». Je fais: «Ouais, c'est Mmh sûr, mh. mais si on met les costumes sari, il faut que ça appartienne à la culture, il faut faire les rites traditionnels et cetera et c'est pas possible pour moi. Je peux pas me forcer à faire ça». Donc à la limite un petit clin d'œil, ouais, avec les bijoux, les bracelets, tout ça, mais autrement, non, ce serait pas possible. Ouais, je Mais, comprends, je comprends. après elle a compris, elle a dit: «Oui, oui, après je disais ça comme ça, mais, je fais: «Oui, oui, mais, voilà, après moi je le ressens comme ça». Après c'était marrant comme idée, mais non, je peux pas. Ouais, et est-ce que tu as des enfants? Bah, là actuellement j'attends une petite fille pour juillet. Ah, OK, super, et du coup, bah, félicitations, bravo, Merci. et mais comment est-ce qu'on vit une grossesse, heu, est-ce que ça impacte, le fait d'avoir été adoptée, est-ce que ça impacte ta grossesse? Et ben, en fait, comment dire? Si tu veux, au moment où, comment dire? On est allé voir le film avec mon père en 2016 et ben, les recherches ont si tu veux, je pensais déjà moi, j'ai voulu être maman très jeune, donc Mmh bon, mh. j'ai perdu un peu de temps, mais ça après, comment dire? Si tu veux, on était déjà, dans la discussion d'avoir un bébé avec mon chéri et Mmh moi, mh. c'était indispensable de connaître mes origines. Alors même si Mmh. j'avais pas trouvé, il aurait fallu que je fasse au moins la démarche, parce que, j'ai ce besoin de transmission. Je me dis: «Ben, un jour, elle va me demander, "Bah, maman, c'est qui tes parents?"» Enfin, ou tu vois, je Mmh. sais pas si mes parents sont encore là, mais et les papiers, mamie et là, je devrais lui livrer aussi une partie de mon histoire, de mes origines parce que, bah, elle les aura par mon biais aussi et puis même, elle aura peut-être, un petit métissage, donc voilà, je voulais pouvoir, lui donner des réponses, je voulais pouvoir confirmer tout ce que je m'étais imaginé, que ma mère biologique m'avait confié, que c'était pas un abandon et cetera, que c'était un acte d'amour, pour vraiment qu'elle sache qu'elle a grandi dans de l'amour, que ce soit du côté des parents adoptifs, de nous, ses parents qui l'avons désirée, enfin comme des fous et Mmh. ma mère biologique, qui m'a confié et cetera. Donc déjà, moi, avant de savoir que j'allais pouvoir tomber enceinte un jour, il fallait que j'ai, bah, au moins des parts de réponse pour pouvoir retransmettre derrière, l'histoire. Parce que pour moi,
ça, ça fait un peu les bases de savoir d'où tu viens, enfin tes origines, en fait, c'est très important pour moi de savoir d'où tu viens. Pas forcément, les origines, vis-à-vis du pays, mais ton histoire, en fait. Et du coup, donc on était en projet bébé, Mmh. à partir de 2017-2018 environ. Donc au moment où j'étais en plein dans les recherches et cetera et puis, bah, quand on a décidé de partir au Sri Lanka, en 2019, bah, du coup, ça faisait déjà, 1 an et demi, 2 ans qu'on essayait, il y avait toujours rien qui arrivait et en Mmh fait, mh. on est partis au Sri Lanka. Là, j'ai retrouvé ma mère biologique et tout ça, Mmh. en mars et Mmh. en juin ou juillet de la même année, Mmh. je commence à faire des épisodes, difficiles au niveau, menstruation et cetera et en fait, j'arrive plusieurs fois à l'hôpital et aux urgences gynéco et en gros, après plusieurs examens et tout ça, le temps qui passe, on m'apprend que je souffre d'endométriose. En fait, D'accord. je savais que j'avais un problème, déjà depuis des années, mais les médecins n'ont jamais rien trouvé. Donc ça, Mmh. j'explique encore le parcours dans une autre playlist sur ma chaîne parce que c'est tellement long. Mais en gros, voilà, je savais que j'avais un truc, sauf qu'on n'a jamais rien trouvé jusqu'à 2019. Mmh mh. J'ai mon hypnothérapeute qui m'avait dit c'est pas étonnant que ça arrive maintenant parce que ça peut se déclencher avec un choc émotionnel. Donc, Ouais, ouais, ouais. tu vois, le fait d'avoir retrouvé, comme par hasard, la même année, là, ça se déclenche d'un coup, à quelques mois Ouais, ouais. d'écart. Donc bon, je me suis dit: «Voilà». À partir de là, ça a été très compliqué le parcours, enfin, j'ai dû me faire opérer, j'ai dû être, sous stimulation, PMA et cetera, FIV, donc des traitements hyper lourds et en Mmh fait, mh. tu vois, 2020, on a pu faire, le la ponction, le transfert de FIV. Première FIV, j'avais que, 3 embryons, qui ont été congelés, ils en ont implanté un seul et Mmh mh. premier transfert et ça a marché du premier coup alors que c'est Ah super OK. rare. Donc là, franchement, c'est bébé miracle, inespéré et tout. Donc là, ça s'enchaîne bien, tu vois? On a appris ça, Ouais. enfin non, 2020, je raconte des conneries. 2021, qu'on a pu faire, ça et donc on a pris la grossesse en octobre et là, voilà, c'est prévu pour juillet. Donc Mmh mh. vraiment là, c'est tu vois, dans la continuité de, enfin, on a vécu des grosses épreuves et là, ça commence à les nuages, ils s'en vont et ça commence à Mmh mh. partir et pour moi, c'est vraiment, enfin, déjà le fait de vivre la grossesse, c'est quelque chose de magnifique parce que je pensais pas pouvoir la vivre un jour et en tant que personne adoptée, la question s'est posée, enfin, on me l'a posée: «Est-ce que du fait que tu sois adoptée, tu vas adopter aussi?» Mmh mh. Et en fait, bah, non et en fait, les gens, ils sont un peu choqués des fois: «Ah bon?» Parce que, bah, pour eux, c enfin, ça paraît normal alors que, bah, faites-le vous dans ces cas-là. Mais tu vois, c'est non, non, bah, tu as besoin de mes parents, ils ont jamais connu vraiment, la grossesse. Il y a pas eu d'autres bébés dans notre famille parce que, bah, on est les Mmh mh. plus grands et tout ça et enfin, on est «les seuls enfants» entre guillemets. Mmh Donc, mh. dans notre famille proche, il y a pas eu de bébé, tout ça et j'avais envie de partager bah, voilà, la grossesse avec ma famille, tu vois, le fait de voir grandir un bébé dans un ventre et tout ça, enfin, c'est et puis pour moi de porter la vie, porter mon enfant, Mmh c'était mh. hyper important pour moi et je commençais à faire un peu le deuil de la grossesse vis-à-vis de mon parcours médical, mais là, Mmh. ouais, c'est vraiment inespéré. Après, comme je disais, j'étais pas fermée à l'adoption, mais Mmh mh. il aurait fallu qu'on me dise concrètement oui, vous, vous êtes stérile ou c'est pas possible Mmh pour mh. vous d'avoir des enfants, ni naturellement, ni par le biais de la voie enfin, ni par, la voie médicale, bah, Mmh oui, mh. je me serais tournée vers l'adoption, mais j'ai pas voulu faire comme mes parents, de mener les 2 de front et de me dire: Mmh. «Bon, bah, s'il y a une voie qui marche pas, l'autre, elle va forcément réussir». J'ai pas voulu me charger ouais, en charge mentale, là-dessus, donc je me suis dit: «On va faire le Mmh mh. médical, on verra bien» et puis, ben, ouais, non, là, c'est bon, donc elle est très, très attendue, j'ai envie de te dire. On a vraiment hâte, de Ouais, voir, sa tête, moi, j'ai envie de voir si elle a des traits cerise, si elle est un petit peu métissée aussi. Ce serait ouais. une grosse fierté, quoi. Ah, c'est super, trop bien. Ouais. Et du coup, tu penses que tu vas lui parler de ton adoption très vite ou tu vas laisser les faire les choses? Non, je vais faire comme ont fait mes parents, c'est-à-dire de toujours, parler des origines, bah, dès tout bébé, en fait, Mmh mh. pour que, il y ait pas, comme certains adoptés ont, tu vois, le souvenir d'une journée choc où bon, Mmh mh. faut qu'on te parle, on va t'apprendre, ton histoire et cetera. Non, en fait,
ils ont toujours parlé, bébé, ils nous ont toujours mentionné, même, bah, ma mère biologique, tout ça, ou des fois des petites phrases bateau, genre: «Oh bah, tu sais, ta maman biologique, elle était comme ci, comme ça», voilà. Enfin et en fait, on a toujours, enfin moi j'ai toujours grandi dans l'idée qu'il y avait aussi, bah, une personne quelque part, qui était aussi ma mère biologique. Mais, j'ai bien conscience que mes parents sont mes parents adoptifs, donc quand je dis, maman, papa, voilà, c'est mes parents. Mais, Mmh. du coup, je savais qu'il y avait, cette petite part qui fait partie de nous tous, enfin de notre famille, en fait. Et il y a pas eu cette révélation choc et ce bouleversement du où tu remets toute ta vie en question. Quand tu es enfant, c'est enfin, c'est pas possible de faire un choc pareil, même si tu penses que tu fais bien de lui annoncer, bah, en fait, même s'il va pas le mentionner, ça va carrément le traumatiser l'enfant, en fait. Donc Ouais. non, non, je ferai comme eux, c'est d'en parler, au fur et à mesure. Puis tu vois, il y a des petites anecdotes sympas, par exemple, mes parents, quand ils étaient au Sri Lanka, ils avaient, trouvé un doudou chenille, en fait et qu'ils ont ramené et qui a été un doudou que j'ai eu, pendant très longtemps, Mmh. ben, avec moi et en fait, quand on est parti au Sri Lanka avec mon chéri, à un moment donné, je me suis arrêtée devant une vitrine et j'ai vu: «Attends, on dirait trop, la chenille que mes parents m'ont offerte, mais en Mmh. bébé, tu vois, en tout petit» et du coup, je j'ai dit: Faut que j'aille, faut que j'aille» donc on rentre dans le magasin et puis je regarde et tout, je fais: «Ah, je la prends pas, ah, je sais pas». Puis on est quand même au début du séjour donc peut-être que, on verra après. Je ressors, on marche 200 mètres et puis je fais à mon chéri: «Non, demi-tour, parce que si je la prends pas maintenant, ça se trouve, je la retrouverai jamais» et là, j'ai acheté la petite peluche, donc un doudou chenille qui était exactement du même, comment dire? Pas coloris, mais la même façon d'être, dessiné que ma Mmh. chenille quand j'étais, petite et en fait, tu vois, tout le long du séjour, j'en ai jamais retrouvé et donc bah, je me suis dit: «Putain, mes parents, ils m'ont ramené, une chenille du Sri Lanka quand j'étais bébé et là, moi, je suis là et j'arrive à trouver un bébé chenille du Sri Lanka aussi, donc c'est obligé, je la ramène. Et du coup, bah, elle aura déjà ces deux doudous-là qui viennent tous les deux du Sri Lanka avec une jolie histoire. Ah, trop bien, Ouais, non, j'ai trop trouvé bien. ça trop chou. OK, OK. Et pour terminer, parce je pense qu'on va aller vers la fin, je pose Ouais. toujours quelques questions. La première, ce serait, quels sont les conseils que tu donnerais à des personnes adoptées qui se trouvent un peu voilà, qui sont dans une période un peu compliquée, voilà, qui cherchent des conseils? Alors pour la recherche ou Pour ce que pour tu juste veux, se voilà, sentir bien? une chose, voilà, que tu penses être, essentielle à savoir, que tu aurais peut-être aimé savoir quand tu avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Ouais. Ben, en fait, je pense que la chose la plus sensée que je pourrais dire, c'est d'apprendre à être, curieux, en fait. Parce Mmh. qu'à partir du moment où tu es curieux, où tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, un mal-être et bah, c'est d'aller chercher d'où ça pourrait venir et en fait, en cherchant et ben, on peut tomber, sur, là, on a la chance d'avoir, bah, internet qui est vachement bien développé, donc il y a des groupes d'adoptés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Insta. Il y a des communautés de personnes qui vivent la même chose et Mmh. déjà, le fait d'être curieux et d'aller réussir à sortir comment dire? Sa petite bulle où on se sent tout seul et de se Mmh. rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent la même chose et de pouvoir en discuter, bah, déjà ça libère un poids et surtout de pouvoir en discuter avec des personnes qui sont adoptées. Donc ce qui veut dire qu'ils vivent, ils ressentent les mêmes choses. Que tu vas en parler à Mmh. des proches, ta famille, ils sont adorables, ils sont compréhensifs, mais au fond, au niveau des tripes, ils peuvent pas ressentir la même chose que toi. Même s'ils Mmh. essayent de comprendre du mieux qu'ils peuvent, il y a qu'avec des personnes adoptées que tu peux, vraiment, ben, te sentir comprise et du coup, ça aide parce qu'il y a des personnes qui sont passées par là. Il y a des comment dire? Il y a des personnes, comme moi ou comme d'autres qui vont, faire des vidéos, enfin, qui vont aborder plusieurs thèmes de l'adoption et du coup, c'est vrai que ça aide à se sentir compris, en fait. Donc déjà, le fait de pouvoir, s'ouvrir au dialogue avec des personnes qui sont, ben, dans la même situation ou qui ont au moins des bases, parce que chaque, adoption est différente, mais qui ont au moins des ressentis de personnes adoptées, ça aide beaucoup déjà. Ouais, ouais. Tu vois, je suis totalement d'accord. Parce que la Et solitude, ça pèse, quoi, ouais, vraiment. ouais. Et pour, une deuxième question, quel conseil donnerais-tu à des parents, qui veulent adopter ou qui ont adopté
et pareil, qui sont dans des situations, difficiles? Et ben, pareil, c'est de savoir être curieux, mais de se renseigner surtout parce qu'une adoption, tu fais pas ça comme, enfin, comme si tu allais, chercher ton drive à Leclerc, quoi. C'est Mmh mh. tu En fait, tu remets toute ta vie en question, ta façon de voir les choses pour accueillir un enfant. Alors après, ça peut être un bébé, mais surtout, ça peut être un enfant qui a déjà un passé. Donc dans son pays d'origine, là, je trouve que c'est même encore, plus difficile. Même si, bien que, tu vois, quand il y a des enfants bébés qui arrivent dans des familles, tu peux avoir aussi beaucoup de séquelles de la gestation, tu peux avoir des séquelles même, les bébés ressentent beaucoup, bah, les émotions de la mère, que ce soit dans le ventre, que ce soit, ben, dans les premiers jours, les premières semaines. Donc oui, que ce soit bébé ou même, un enfant qui arrive avec, je sais pas, 3 à 6 ans, on va dire, qui a déjà un passé, c'est déjà super compliqué. Donc déjà, faut se renseigner sur, je dirais la culture du pays pour pouvoir Mmh. aussi, le comprendre, savoir un peu ce qu'il a pu vivre, et cetera. Puis pouvoir donner des informations sur le pays, c'est pas juste tu vas chercher ton enfant et puis voilà, tu le ramènes en France et il est censé tout oublier et on refait une nouvelle vie. Ça, surtout pas, quoi. Surtout pas effacer, d'ailleurs, s'ils peuvent faire en sorte de garder, les prénoms d'origine sur la carte d'identité en deuxième prénom, s'ils veulent pas les laisser en premier, bah, je trouve ça bien parce qu'au moins tu effaces pas du tout le passé de ton Mmh enfant. mh. Parce que mine de rien, même si c'est que quelques jours, il a un passé. Mmh Donc, mh. ça, c'est très important et puis surtout Totalement de d'accord. voilà, puis surtout de se renseigner sur, ben, hem, pas forcément l'éducation, mais les phases qu'un enfant adopté est amené à traverser. Notamment la phase d'adolescence qui risque d'être plus virulente qu'un enfant, biologique et du coup, bah, c'est le côté déracinement, le côté, incompréhension, parce qu'en fait, il va être confronté à même des petites choses minimes qui vont être au collège ou au lycée, qui auront pas, forcément, l'impression de faire un impact énorme, mais pour lui, ça va retentir vraiment comme une bombe à l'intérieur. Donc, ouais, faut être à l'écoute, faut être, conscient qu'il va y avoir des passages qui vont être difficiles et pouvoir un peu, déterminer lesquels ça pourrait être pour pouvoir agir en fonction après, quoi. Mmh mh. Je suis Et puis totalement d'accord. surtout le dialogue, la communication et puis, pas faire front si l'enfant est agressif, bah, c'est qu'il y a un problème. Ça sert à rien de le blâmer, de l'engueuler encore plus. Au contraire, s'il exprime, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a, en fait. Faut discuter, faut essayer de le calmer, d'aller dans son sens, de comprendre ses émotions et surtout pas de le blâmer parce qu'il est difficile à gérer ou quoi que ce soit. C'est forcément qu'il y a une raison. Si on s'exprime avec des cris ou autre, c'est que, nous-mêmes, on sait pas ce qu'il y a, mais qu'il y a quelque chose et que voilà, ça sert à rien de forcer à l'engueuler, de punir ou quoi que ce soit. Faut discuter, faut essayer de le mettre en confiance et puis, Mmh voilà. mh. Totalement. Très, très bien. Eh bien, écoute, pour moi, j'ai fini j'ai fini mes questions. En soi, il y en aurait plein d'autres, mais on a déjà Ouais, parlé presque 1h15, 1h20. ouais, c'est top, Donc déjà c'est assez vite. ouais, ça passe vite et on a quand même abordé bah, écoute, je te remercie beaucoup Bah, merci à toute toi cette Marie-Lou, c'est discussion, sympa. pour ce C'est très témoignage agréable. et puis, bah, bonne fin de grossesse. J'espère que tout va Merci, bien se passer, c'est gentil. tu vas y Ouais, ça va aller. arriver, enfin que ça va être cool et puis, bah, à bientôt. Je te Ouais, recontacterai sûrement, enfin voilà. ça marche. Bah, je te remercie en tout cas, c'était très agréable. Bisous.